Allez, on va y aller, puis comme ça, tout le monde va nous récupérer. Au pire, on aura quelques personnes qui récupéreront les wagons en cours de route. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter ce matin. On est assez nombreux. Du coup, la thématique du jour, ça va être les contraintes environnementales réduisent-elles les rendements immobiliers? Pour discuter de tout ça, alors on va avoir un petit ordre du jour. On va faire un mini topo sur les chiffres de collecte des SCPI en 2022, puisque dans l'idée, on a maintenant récupéré quasiment l'intégralité des informations de marché. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une toute première partie. Et puis ensuite, derrière, on va faire un petit focus à la fois réglementaire et aussi par rapport à l'ensemble des informations qu'on peut collecter, nous, chez DeepInvest. Et puis derrière, eh bien, on passera la main, enfin, je passerai la main à Jérémy Rousseau qui nous fait la gentillesse d'être là ce matin pour qu'il nous fasse un petit focus dans le cadre de ces contraintes, réglementaires par rapport au business de Kianéo Sahem. Il va nous détailler son approche de tout ça et quelles sont les solutions et les méthodes qu'il utilise pour réussir à concilier contraintes environnementales et rendement dans le monde des SCPI. On va peut-être se présenter. Jérémy, je te laisse te présenter si tu veux bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Rousseau. J'ai créé une société de gestion qui s'appelle Kianeos Asset Management en 2018, qui est spécialisée dans l'immobilier résidentiel, plutôt dans les villes de taille petite et moyenne. Et donc, l'objectif de cette société de gestion, c'est de faire des travaux pour rénover les logements, donc on appelle le parc immobilier locatif privé, en particulier donc surtout des appartements. C'est là où on avait identifié qu'il y avait le plus de passoires énergétiques et le plus de logements dégradés. Donc, voilà, donc, toute l'idée, en fait, c'est d'utiliser les véhicules de type SCPI qui collectent beaucoup d'argent pour utiliser cet argent pour acheter des immeubles, les rénover, puis les mettre en location et bien évidemment reverser les loyers nets des frais aux associés des SCPI. Ok, merci. Vaste programme. DeepInvest, alors moi je suis le président fondateur de DeepInvest. DeepInvest, c'est à la fois une fintech et c'est aussi le premier cabinet d'analyse financière et immobilière. On est spécialisé sur le monde des SCPI et plus largement des fonds immobiliers. Donc on essaie d'intégrer aussi maintenant progressivement les SCI. L'objectif de DeepInvest, en fait, c'était d'apporter de l'information financière, parce que évidemment elle est nécessaire, mais aussi extra-financière. Et pour ce faire, en fait, on a développé deux algorithmes. Un algorithme de performance financière qui va partir et qui va travailler à partir de la matière publique, les rapports annuels, etc. Et puis un algorithme de performance extra-financière qui va se baser sur les caractéristiques non seulement du patrimoine des fonds qu'on va scorer, mais aussi sur les approches des gérants, puisqu'on on arrive à concilier dans l'algorithmie à la fois l'approche du gérant et aussi l'ensemble des informations de son patrimoine. C'est cette double lecture qui est intéressante. Voici pour la présentation. Alors, on va pour le petit topo de marché, je vais aller directement sur l'outil qu'on met à disposition en ligne, qui s'appelle le baromètre des SCPI. Alors, oui, je suis direct. Hop, je vais mettre ça en plein écran. C'est un outil qui se met à jour dès qu'on pousse des informations, donc ça vous permet d'accéder directement à l'essentiel. Si on fait un petit topo de marché à la fin du troisième trimestre, alors il y a un peu moins de SCPI que ce qu'on avait au deuxième trimestre. C'est simplement parce que toutes ne diffusent pas d'informations trimestriellement. Il y en a un certain nombre qui font des publications au semestre, comme elles en ont le droit. Donc nous, en fait, on va collecter toute l'info publique, c'est-à-dire qu'on a récupéré à peu près 70 milliards de capitalisation dans nos bases de données. Vous voyez qu'il nous manque encore un tout petit peu de SCPI de rendement, mais surtout une grosse partie qui sont les SCPI dites fiscales, qui vont elles, qui pour la plupart publient sur un rythme semestriel. Donc c'est pour ça qu'il nous manque un peu d'infos là-dessus, sachant que c'est pas les fiscales qui vont faire le gros de la troupe en termes de capitalisation. Sur ce segment, sur ce troisième trimestre, qu'est-ce qu'on constate? Alors, vu qu'on est à presque 70 milliards, on a globalement encore
un marché qui collecte très fort. On est sur des bases probablement équivalentes, voire peut-être encore un peu supérieures à ce qui s'est fait sur les années passées. Donc, on est vraiment sur une collecte très forte pour des SCPI. Et puis, on est sur des taux de distribution qui ont pris des jolies couleurs. Alors, à savoir quand même qu'il faut noter que maintenant, on parle de TD. Je dis ça parce qu'on est souvent amené à comparer avec des TDVM qui étaient la norme, donc taux de distribution sur valeur de marché, qui était la norme jusqu'à la fin 2021. Maintenant, on parle de TD. Alors, pour tout ce qui est CPI française, il ne va pas y avoir beaucoup de différences. Mais en fait, maintenant, les TD sont en fait bruts de fiscalité étrangère. Et donc, vous allez avoir des rentabilités, des taux de rendement, taux de distribution qui vont être beaucoup plus importants sur les CPI, sur les revenus qui proviennent de patrimoine étranger. Et donc, en fait, en fonction des fonds, vous pouvez avoir des différences qui peuvent être assez sensibles. Ça, c'est pour le point en termes de taux de distribution. Et puis, sur la partie taux d'occupation financière, c'est pareil, c'est une nouvelle modalité qu'on met en calcul. Alors là, ne regardez pas les fiscales parce qu'en fait, on en a simplement que 3, donc c'est particulièrement biaisé. Mais sur la partie des SCPI de rendement, vous voyez qu'on est encore dans des ordres de grandeur qui sont au-dessus des 95% taux d'occupation financière. C'est la capacité de la SCPI à louer le patrimoine qu'elle a acheté. Donc, on est sur des taux qui sont tout à fait bons par rapport à ce qu'on peut constater sur les années passées. Si je fais un topo extrêmement rapide sur les gérants, vous voyez qu'on a quand même maintenant 4 SCPI qui ont dépassé les 4 milliards de capitalisation. Donc, c'est quand même, on a des très gros véhicules de collecte. Et puis, on a après toute une kyrielle de SCPI qui sont pas très loin d'atteindre les 4 milliards. Donc, la collecte fonctionne plutôt très bien. Si on regarde un peu plus dans le détail au niveau des gérants, vous voyez qu'on a toujours les 3 premiers de la classe en termes de capitalisation, la Française, Primonial et Amundi, qui sont toutes les trois maisons sont vraiment autour des 10 milliards de capi. Il n'y a que la Française qui a dépassé ce volume-là. Alors après, je ne vais pas faire le détail de tous les fonds. Sachez qu'on a, qu'on a la possibilité, en fait, simplement en tapant le nom du fonds, de pouvoir avoir les informations, et y compris les informations de marché. C'est peut-être là où c'est intéressant, y compris sur les informations de second marché. Donc, on a certains segments qui sont quand même avec des particularités. Par exemple, on a certaines SCPI de bureau et certaines SCPI de commerce qui sont dans des fortunes diverses. Alors, je vais en nommer 2 parce que c'est toujours un peu délicat à nommer, mais on a, par exemple, sur les SCPI de commerce, on a Patrimo Commerce avec une réelle question sur la liquidité de son second marché. Puis on a Crédit Mutuel aussi, Pierre 1, qui est aussi une SCPI avec des délais de cession de parts. Et c'est pour ça qu'on est à 35 mois en moyenne sur le marché, parce qu'on a quelques SCPI dont les délais de vente de parts sont à plus de 100 mois. Donc, c'est vraiment des warnings, et il faut vraiment, quand vous, professionnels, faites des allocations, c'est vraiment un élément à regarder vraiment très précisément. Et puis, je vais juste aller faire ce petit focus ici sur, par exemple, sur les valeurs de parts, où vous voyez qu'on a quand même quelques SCPI qui ont revalorisé leur part à nouveau sur ce trimestre. Alors, attention à Accès Valeurs Pierre, en fait, parce que c'est une SCPI de BNP Paribas qui, en fait, est passée de capital fixe à variable, et qui donc a modifié son prix de part. Mais la part n'a pas pris 170 € comme ça. En fait, il y a eu un réajustement du patrimoine. Topo très rapide sur le marché. Je vais revenir à notre présentation en tant que telle. Le petit sum-up de la présentation, c'est donc de dire, voilà, on est sur un marché qui collecte toujours très fort. On a des SCPI hôtellerie qui avaient été quand même particulièrement sinistrés les années passées, qui sont en train de revenir dans des ordres de rentabilité, de taux d'occupation et de rendement qui sont ce qu'elles connaissaient par le passé, et elles bénéficient en cela de la reprise de l'activité touristique. On a des SCPI qui mènent la danse toujours, le bureau, locaux d'activité, et puis donc hôtellerie, comme je le disais.
Et puis, on a aussi toujours les SCPI de santé qui continuent à surperformer les SCPI de commerce, comme on a connu sur les trimestres passés. Globalement, donc une collecte très forte, et on verra d'ici à la fin de l'année si on est sur des tendances qui pourraient être supérieures à ce qui s'était passé les années juste au moment du Covid. Dans ce contexte-là, attaquons notre thématique du jour, à savoir les contraintes environnementales qui pourraient réduire les rendements immobiliers. Donc, la question est assez large, et en fait, pour l'adresser, il faut déjà qu'on reparte sur quelques bases. Première base, évidemment essentielle, l'immobilier est un des premiers émetteurs de CO2 en France et dans le monde. De cela, on en découle qu'en fait, il y a donc un énorme travail à réaliser sur ce segment de l'immobilier. Alors, l'immobilier au sens large, le tertiaire, le locaux d'activité, le résidentiel, enfin, voilà, tous les segments sont touchés par cette contrainte. Et bien évidemment, l'immobilier est tributaire, entre guillemets, de là où il est construit. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des pays qui vont produire leur électricité en étant fortement dépendants, par exemple, du charbon. Ça, c'est surtout sur les pays de l'Est. Et donc, forcément, vous allez avoir des bilans carbone pour l'immobilier qui vont être particulièrement mauvais dans ce genre de pays-là. Et puis, vous allez avoir un des pays les plus vertueux en la matière, même si on a beaucoup de progrès à faire. Ceci étant, mais un des pays les plus vertueux, c'est la France, puisqu'on va avoir une production d'énergie, d'électricité, qui pour l'essentiel est sur la partie électrique repose sur la production nucléaire, qui est pour le coup décarbonée, qui pose d'autres problèmes, mais sur le volet carbone qui est particulièrement décarboné. Donc, selon la nature du chauffage du bâtiment, eh bien, il va hériter de ces contraintes locales. Alors, on ne revient pas sur l'impact que peut avoir le CO2 sur les risques climatiques et les contraintes et les conséquences que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. On a tous vécu en France au mois de juillet, au mois d'août cette année. Voilà, donc la situation est mauvaise. Les tendances ne sont pas très bonnes. On a passé, a priori, la COP27 a conclu qu'on n'arriverait pas à faire mieux qu'au minima plus de degrés. Et là, on n'est pas encore sur cette tendance-là et on a déjà des contraintes extrêmement fortes en termes de climat. Donc voilà, il y a vraiment un énorme travail à réaliser. Une fois qu'on a dit ça, les réglementations européennes se sont emparées de ces thématiques. Alors, une approche, l'approche ISR ESG, va venir justement adresser cette dimension environnementale avec les trois grands piliers, donc E, environnemental, S, sociaux et G, gouvernance, sachant que c'est ce qu'on discutait avec Jérémy juste avant, la contrainte sur l'immobilier, la contrainte environnementale est une des contraintes principales, puisqu'effectivement, la consommation énergétique des bâtiments est quand même un élément central dans le dispositif. Ceci dit, les fonds immobiliers naviguent dans un monde réglementaire avec la nouvelle législation qui s'appelle SFDR, donc in English Sustainable Finance Disclosure Regulations, qui veut dire qu'en fait, la Commission européenne, c'est la première étape, a essayé de planter un cadre pour que les investisseurs puissent se retrouver dans le panorama réglementaire sur le volet extra-financier avec trois catégories qui ont été identifiés. Comme ça, vous allez vous familiariser avec cette notion-là. L'article 6, donc les fonds qui vont entrer dans la catégorie de l'article 6, qui sont ceux qui ne vont pas satisfaire, qui ne vont pas se lancer dans une dimension environnementale. Donc, c'est à peu près tous ceux qui ne font pas d'efforts particuliers. Et puis, vous allez avoir deux catégories, l'article 8 et l'article 9. L'article 8, c'est les fonds qui vont intégrer les dimensions et les critères ESG dans leur approche, sans pour autant avoir, et là ça peut être très hétérogène, et je pense que Jérémy va nous adresser sur ce point-là, qui vont être très hétérogènes dans la déclinaison de leur stratégie. C'est-à-dire certains vont être absolutistes et vont aller au bout de la démarche, et d'autres vont simplement faire une réelle démarche pour prendre en compte ces critères ESG. Et puis ceux qui sont dans l'article 9, où là pour le coup, les objectifs d'investissement durables, eux, doivent être vraiment déclinés du début jusqu'à la fin. Alors,
Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser, on fait un petit focus un peu plus précis sur la réglementation immobilière cette fois-ci, puisqu'on en a en France un certain nombre de législations qui ont été publiées, qui sont en train ou censées déjà être mises en place. Alors là, pour le coup, ça va directement dépendre de la notion de l'activité du patrimoine. Première réglementation qui est sortie, c'est en juillet d'il y a maintenant 2 ans, qu'on appelle le règlement tertiaire, qui va cibler l'ensemble des activités tertiaires de plus de 1000 m². La démarche est de dire tous les gérants qui possèdent de l'immobilier qui rentrent dans cette catégorie doivent faire une déclaration sur les performances énergétiques, consommation, production de gaz à effet de serre de leur patrimoine. C'est sur une plateforme qui s'appelle Opérate, qui est censée être fonctionnelle depuis le début de cette année, mais il y a encore des petits retards à l'allumage. C'est en train de se mettre en train. Et puis, l'idée, c'est du coup d'apporter un certain nombre d'informations à la fois à l'ADEME, mais aussi des informations de marché pour référencer en fait tous ces éléments pour pouvoir suivre ce qui se passe sur ces bâtiments tertiaires. Le deuxième élément, qui est en fait une déclinaison, alors, qui n'est pas réglementaire, mais qui va être une approche de tout ce qui va être analyse en cycle de vie du bâtiment, pour toutes les surfaces qui sont au-dessus de 50 m². Et puis surtout, et c'est là où on va avoir sur le bâti résidentiel, c'est on va dire ce qui se voit le plus, ça va être les contraintes à la location, et à la vente pour tous les patrimoines qui vont être les plus mauvais de la classe. Donc, on commence par tous ceux qui étaient G et moins, et puis au fur et à mesure, ça va remonter avec, par exemple, pour tout ce qui va être les étiquettes F et G, l'impossibilité d'augmenter le loyer, puis l'impossibilité de louer avec un planning, alors qui est censé être fixe, mais on sent bien qu'il va y avoir, ça va être un peu sensible. Donc, on verra ce qui va se passer sur ce volet-là. En tous les cas, c'est devenu un critère important dans le cadre de tout ce qui va être location, relocation, achat, que ce soit sur le tertiaire ou sur le résidentiel avec ces réglementations. Et puis après, globalement, il y a un réel besoin et un réel intérêt pour avoir des approches différentes, mais alors ça, c'est en fonction des constructions et de leurs usages. On va par exemple utiliser un mélange de matériaux pour essayer de réduire les empreintes carbone. Je pense que Jérémy pourra nous faire des petites précisions sur ce volet-là. On va aussi adopter une réflexion en cycle de vie du bâtiment. C'est non plus seulement avoir comme ce qu'on a toujours fait par le passé, c'est-à-dire je construis un bâtiment, s'il ne va plus, je le détruis, et puis ensuite j'en reconstruis un autre à la place, et puis je le redétruis et je le reconstruis. Ça serait plutôt de conserver l'existant au maximum pour essayer de réduire et de réutiliser les matériaux de manière à pouvoir réduire et réemployer au maximum l'ensemble de ces éléments. Pour encadrer, pour organiser tout ça, on a la législation européenne qui est en train d'arriver, mais bon, on n'est quand même pas sur un terrain vierge, puisque le bâtiment bénéficie d'un certain nombre de législations, alors qui sont des législations de certification. Alors, on a essayé de faire un topo parce qu'il y en a un peu beaucoup et dans tous les sens. Lorsque vous construisez un bâtiment dans du neuf, et que c'est par exemple des bâtiments de bureaux, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de certifications du type HQE, BREEAM, LEED, on a un certain nombre d'autres. En Allemagne aussi, ils ont leur certification. On en a cité 3 là, mais il y en a un certain nombre d'autres qui vont en fait être un engagement du constructeur de construire en respectant un cahier des charges qui va favoriser les économies d'énergie, mais aussi l'usage du bâtiment, la versatilité du bâtiment. Toutes ces certifications-là sont plutôt sur tout ce qui va être neuf, de manière à en fait pouvoir encadrer cette construction. Alors on a aussi des labels qui existent, qui sont aussi sur la partie résidentielle. On a le label BBC, puis on a des réglementations de construction, RT 2012, RE 2020. On a E+C-, donc les bâtiments à énergie positive. Voilà, il y
il y a tout un corpus qui existe. Et puis après, derrière, en fait, si on va au niveau du dessus, et c'est le niveau qui va nous intéresser lorsqu'on va s'intéresser au SCPI, eh bien, il y a un certain nombre de labellisations ou de labels qui existent. On a donc cité Finansol, Greenfin, qui sont des labels plutôt exigeants. Et puis, on a le label ISR, alors le label ISR a sa déclinaison dans l'immobilier qui s'appelle le label ISR IMO, très fortement décrié parce que le label ISR continue d'intégrer des énergies fossiles et a priori dans sa deuxième mouture, ça devrait toujours être le cas. Dans la partie label ISR IMO, il y a toujours une comparaison. Alors, l'action sur la place a été salutaire, puisque c'est vrai que maintenant, autant nous, quand on a commencé sur le marché, il y a en 2017-2018, voilà, on était un petit peu esselés. C'est vrai que maintenant, l'ensemble des gérants vont tous chercher leur label ISR. Alors, l'inconvénient de ce label ISR, c'est qu'en fait, chaque gérant va choisir sa méthodologie pour s'évaluer. Donc, il va y avoir un socle commun, essentiellement la production les productions et la consommation d'énergie. Ceci étant, le socle commun est à comparer à une moyenne de marché. Donc, la moyenne de marché étant particulièrement mauvaise, c'est finalement pas forcément un très fort critère d'investissement vertueux. Mais enfin, voilà, le label ISR IMO est en train d'être décliné. On est maintenant à un peu plus d'une quarantaine de SCPI qui en disposent. Alors, comme toujours, comme tout le monde dispose du label, ça n'a plus beaucoup de sens et c'est plus tellement un critère discriminant, surtout qu'on arrive quand même à des choses un peu paradoxales, parce qu'on a des fonds qui sont labellisés ISR et qui arrivent à être en article 6. Donc là, il faut quand même réussir à suivre un peu et à ne pas se perdre dans toute cette construction. Et donc, c'est vrai que dans tout ça, on a toujours un petit peu de mal à aller jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter justement de tomber sur tout ce qui va être greenwashing ou SG washing? On voit qu'il y a un certain nombre de fonds qui étaient tous labellisés article 9 qui sont en train de faire marche arrière parce que finalement, ils sont peut-être pas sûrs d'être aussi vertueux que ça. Donc, il y a quand même, voilà, on a besoin de repères. Les labellisations ISR sont pas aussi strictes et aussi, enfin, elles apportent pas forcément une clarté absolue sur la législation et sur ce qui est fait dans les fonds. Et vous, conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un réel enjeu, puisque vous allez avoir, à partir du 1er janvier 2023, vous allez devoir recueillir les besoins de votre client sur cette thématique. De dire que c'est labellisé ISR, ça ne suffira pas à passer le cap de cette contrainte législative. Il va falloir aller plus loin dans la sélection des fonds que vous allez faire, parce que sinon, forcément, vous n'allez pas passer la rampe. Alors, si on essaie de regarder maintenant les gérants de fonds face à cette situation de marché, quelles sont les stratégies qu'ils ont adoptées? Alors, les stratégies, il y en a, on les a ici listées. Alors, évidemment, il n'y a pas une seule stratégie et il n'y a pas un gérant qui a privilégié une possibilité. Il y en a quand même une grosse qui est très répandue sur le marché, qui est investir dans le neuf. Manifestement, lorsque je suis une jeune SCPI et que j'achète directement sur du bâtiment neuf, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir probablement peu d'investissements à réaliser pour pouvoir maintenir des rendements. Le pendant de ça, c'est que comme je vais acheter du bâti neuf, eh bien, je vais acheter du bâti qui va être plus cher. Donc, je vais avoir une problématique de rentabilité par rapport à cet investissement qui va être plus élevé. Et c'est pour ça qu'on a, alors, sur le marché, on a aussi des SCPI qui sont très anciennes, avec beaucoup de patrimoine, qui, elles, vont devoir soit vendre ce patrimoine, mais du coup, venir gréver la rentabilité de leurs fonds à court terme, soit elles vont devoir on va dire, récupérer une partie de la rentabilité. Alors, certains gérants l'évaluent à 0,5 points de versement de dividendes, mais autour de entre 0,5 et 1 point, probablement, pour rénover le bâtiment existant. Et c'est la seconde grosse piste,
puisque les travaux de rénovation, ça représente l'autre grosse piste dans le bâti. Vous achetez du bâti moins cher, puisque il est à rénover, il faut réaliser les travaux. Et lorsque vous avez acheté ce patrimoine, eh bien vous faites les travaux en conséquence pour le mettre aux normes environnementales. Je pense que là-dessus, Jérémy pourra nous éclairer beaucoup plus précisément que ce que je vais faire là, parce que c'est le cœur d'activité de CSCPI. À noter quand même derrière qu'il y a d'autres éléments, d'autres leviers sur lesquels un gérant peut jouer pour améliorer l'empreinte carbone de son bâti. Alors, évidemment, faire les aménagements en économie d'énergie, mais il peut y avoir aussi, et c'est une dimension qui n'est pas toujours adressée par l'ensemble des gérants, la manière dont sont utilisés les locaux qui sont loués par les locataires. Si vous donnez une Ferrari à quelqu'un qui ne sait pas conduire, forcément, il va faire des sorties de route, forcément, il va mal se servir de ce que vous lui proposez. Et il y a eu des études qui ont été menées, par exemple, sur des bâtiments qui étaient déjà certifiés avec toutes les étiquettes HQE, haute qualité, etc. Et qui, en fait, en ajoutant à ce bâti aux normes toute une dimension de prévention de la consommation des locataires, eh bien, on arrivait à des performances qui étaient très substantielles et à des économies qui étaient très substantielles. Et c'est donc vraiment, oui, finalement, c'est non seulement de la technologie avec le bâtiment, mais c'est aussi de l'humain avec la manière dont l'humain sait se servir. Nous, on a amené Deep Invest, chaque année, envoie des questionnaires de durabilité à l'ensemble des gérants de fonds de SCPI qui peuvent nous répondre. On a fait un petit topo cette année sur l'ensemble des gérants qui avaient répondu à nos questionnaires. Et on a essayé de regarder quelle était la sensibilité du parc en fonction des articles des gérants qui avaient répondu et des gérants et des articles qu'ils avaient identifiés. Et donc, vous voyez qu'on en arrive à des choses un petit peu paradoxales. C'est-à-dire que, par exemple, dans les gérants qui ont répondu à nos questionnaires, on a les articles 9 qui ont, en termes de production, de consommation d'énergie, qui ne sont pas forcément bien meilleurs que ceux qui sont en article 8. Voilà, il peut y avoir des paradoxes. Et puis, on va avoir, on a refait le même exercice sur les consommations, sur l'émission de gaz à effet de serre. Et là, on se retrouve, voilà, les articles 9 sont un peu mieux positionnés, on est un peu dans le bon sens. Ceci étant, il y a quand même une grosse partie du patrimoine des SCPI qui sont encore situés en France. Et donc, en fait, une grosse partie de cette performance, elle est héritée du pays dans lequel, et c'est ce qu'on disait en introduction, dans lequel c'est produit. Et on voit clairement que l'impact du chauffage électrique sur l'empreinte de ce type de bâtiment. Donc voilà, on est à 15 en moyenne si j'enlève les virgules. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un petit focus parce que Kianeos Kianeos de Normandie a été dans les premiers de notre scoring qu'on a fait avec Mieux vivre votre argent cette année encore. Alors l'idée, ce n'était pas forcément d'avoir les 3 premiers, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment sont construits et comment sont obtenus ces scorings. Par exemple, Kianeos, si je le compare, donc je reprends la moyenne des répondants à nos questionnaires cette année, on est à 331 en termes de consommation, de production d'énergie. Et Kianeos, sur son patrimoine pour la Kianeos de Normandie, on est à 133, ce qui le place très, très au-dessus par rapport à l'ensemble de la consommation, enfin l'ensemble des consommations qui sont réalisées par les déclarants. Donc voilà, une empreinte énergétique qui est quand même très intéressante, hein, puisque on est quand même pour du bâtiment, on est quand même très haut, l'essentiel du marché étant plutôt autour de E ou F. Et puis, si on s'intéresse maintenant à ce qui est l'émission de gaz à effet de serre, là encore, on a une notation. Alors, on a vérifié à 2 fois ce qu'on discutait juste avant le début du webinaire, parce que 4, c'est une empreinte énergie en production de CO2 qui est extrêmement faible. Et vous voyez que la moyenne des répondants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est à 15. Donc, voilà, globalement, il y a quand même une réelle construction qui peut être faite. On peut poser une question au fil de l'eau, Marc ? Bien sûr. Juste sur ta slide précédente. Oui. Voilà.
là, du coup, tu dis que la moyenne des répondants est à 331 kWh par mètre carré par an. Oui. Et du coup, j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils ne font pas du résidentiel, sinon ils ne pourraient plus augmenter les loyers. Alors c'est là la particularité, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on calcule l'ensemble, et c'est une moyenne, quel que soit le secteur d'activité, sachant que effectivement, comme on a essentiellement du bureau et de la logistique, etc., qui sont dans les répondants, effectivement, en termes d'emprise. Alors après, les contraintes au niveau tertiaire sont différentes par rapport à du résidentiel. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça veut quand même dire que le parc immobilier en moyenne, en tout cas dans ceux qui t'ont répondu, mais je crois que plutôt dans la présentation, tu as dit quand même que tu avais un échantillon qui est représentatif, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui te répondent parmi les SCPI, et Exactement. du coup, la qualité énergétique du parc, elle est quand même médiocre. À 331, on ne peut pas se dire qu'on est bon là. Non, on peut pas dire qu'on est bon. D'accord, ok. Donc, ouais, ça c'est quand même une info. Okay. Mais c'est très clair, hein, la situation globale du parc est pas bonne, hein, on est très clair là-dessus. Non, mais là, ce que Après, je veux dire, c'est que même à 331, en fait, l'ADEME fournit des moyennes au niveau français. Et donc, du coup, là, ça veut dire que le parc immobilier des SCPI a un niveau de performance énergétique qui est moins bon que ce qu'on a en moyenne en France, quoi. Parce que la moyenne en France, je crois qu'on est autour de D. Donc là, du coup, on est en F, ça fait quand même un gros écart, quoi. ouais, c'est clair. Après, il y a des bâtis, si par exemple on prend de la logistique, où on va exploser, les moyennes par secteur Ah, d'activité vont avoir du sens, en fait. C'est là où il d'accord. faut Donc, faire du coup, attention. ça vaudrait le coup de regarder la moyenne et aussi la médiane, alors. Oui, parce qu'effectivement, bah, c'est pour ça qu'on a, comme tu étais là aujourd'hui, on t'a cité, mais en fait, en l'occurrence, en fonction des segments d'activité, il y a une empreinte et une emprise qui peut être très différente. Ok, Et, d'accord, merci. et Marc, Désolé pour. il y a très peu de logistique dans le marché. Non, il y a peu de logistique, mais par contre, ils vont avoir, enfin, que ce soit de la logistique ou des bureaux. Alors là, tout ça n'est pas pondéré en fonction de la capitalisation, hein, bien sûr. Hein. On a fait, nous, c'est une moyenne brutale par ligne patrimoniale. Hein. Ok, d'accord. Désolé de t'avoir interrompu. Non, non, mais pas de problème. Pour avoir des précisions. Et puis donc du coup, parce que c'était la question, est-ce qu'on peut quand même faire de la rentabilité avec des performances environnementales de qualité? Alors on a pris les trois premiers on a pris les trois premiers de notre scoring cette année. Donc il y avait Kianeos de Normandie. On avait aussi Ferinvest et PF Grand Paris. Alors, on a mis NB pour Kianeos de Normandie, mais je pense que Jérémy va nous expliquer. En fait, pour la SCPI n'était pas en régime de croisière, donc il y a pas les loyers, ils étaient en train de faire des travaux. Et je pense que tu vas nous détailler tout ça. Après, derrière, on voit qu'il y a quand même des SCPI. Alors, par exemple, en termes de stratégie, Ferinvest, c'est une SCPI toute jeune qui a acheté quasiment que du patrimoine neuf ou récent. Et donc, du coup, derrière, ils arrivent à être premiers dans notre palmarès, et derrière, à délivrer quand même de la rentabilité. Bon, puis PF Grand Paris, c'est un vénérable ancien qui a des performances qui vont être globalement en deçà, par exemple, de ce qu'on peut avoir par rapport à des Ferinvest ou Kianeos, mais qui vont avoir des démarches beaucoup plus positives en termes d'économie d'énergie sur tout ce qui va être sensibilisation vis-à-vis des occupants. Voilà pour l'ensemble. Alors, donc, tous les scores sont disponibles sur notre site. Je vais laisser la parole à Jérémy. Il faut que vous sachiez que construire 1 m² en construction traditionnelle, hein, qui est quand même l'écrasante majorité de la typologie de construction en France et dans le monde, construire 1 m² de logement ou de tertiaire, etc., habitable, ça émet à peu près 1 tonne de CO2. D'accord ? Donc, les émissions, c'est 1 tonne de CO2 par mètre carré. Comparativement, donc du coup, un appart de 60 m², vous partez sur 60 tonnes de CO2. D'accord ? Et ça, c'est au bas mot. C'est probablement, la réalité est probablement supérieure à celle-ci. Mais on peut dire au bas mot, c'est 1 tonne, donc 1000 kg de CO2. Donc, encore une fois, pour un 60 m², c'est 60 tonnes, donc 60 000 kg de CO2. Et à l'inverse, du coup, les chiffres qu'on donnait Marc pour les émissions de CO2 du parc immobilier, ça, c'est des émissions de CO2 donc qui sont pour l'utilisation, c'est-à-dire le fait de faire tourner un commerce, de faire tourner des bureaux ou bien d'habiter dans un logement. Et donc là, du coup, il a dit qu'effectivement, Kianeos de Normandie, on va y revenir, on est en 4, 5, 6, bon, enfin, on est très bas, par mètre carré et par an. La moyenne est plutôt à 15 par mètre carré par an, enfin la moyenne des SCPI. Moi, j'avais cru comprendre qu'au niveau de la France, il y avait une cible. Aujourd'hui, en résidentiel, on était autour de 30 et que la cible
de la stratégie nationale bas carbone, c'était d'atteindre 10 kilos de CO2 par mètre carré par an d'ici 2030 ou 2040, je me rappelle. Et donc, quand bien même on atteindrait ces 10 kilos de CO2 par mètre carré et par an, vous vous rendez bien compte que construire un mètre carré, ou bien construire un logement, émet 100 fois plus de CO2 que le fait de vivre à l'intérieur pendant un an. D'accord ? Formulé différemment, le coût environnemental de la construction, c'est un siècle d'émissions de CO2 de l'utilisation de ce logement. D'accord ? Donc en fait, on est sur des trucs qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. D'un côté, construire, vous allez émettre autant de CO2 que le fait de vivre dans un logement pendant un siècle. C'est 100 fois plus. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête, parce que si vous êtes réellement intéressé par les problématiques environnementales, si vous achetez une SCPI qui fait que des logements neufs et qui disait, bah, regardez, c'est formidable, j'ai des logements passifs, et bah, du coup, vous pouvez dire, bon, bah, c'est bien, peut-être qu'on a besoin de logements neufs, je veux dire, j'en sais rien, la question est ouverte, mais en tout cas, sachez que l'empreinte carbone de cette SCPI, elle est quand même hyper importante. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être quand même une bonne stratégie suivant le matériau de construction, etc. Mais ayez quand même en tête le fait que dans les émissions de CO2, une problématique importante du marché de l'immobilier, c'est la construction. Il n'en demeure pas moins que moi, comme je suis plutôt macroéconomiste de formation, je vous dirais aussi que ce qui fait tourner l'économie, c'est principalement les voitures et le bâtiment. Et pourquoi le bâtiment ? Parce que c'est des emplois non délocalisables et c'est des emplois. Mais voilà, donc il y a une problématique à ce niveau-là. Et donc, du coup, une fois que je vous ai dit ça, on va parler de Kianeos, qui Kianeos ne fait pas de construction. Je crois que sur 3500 logements qu'on a aujourd'hui, on en a construit 3, ce qui fait pas grand-chose. Et c'était sur demande des municipalités avec lesquelles on travaillait. Alors, Kianeos, on a plusieurs SCPI. Notre SCPI principale, c'est la SCPI Kianeos Pierre, qui fait un peu plus de 200 millions de capitalisation, qui a un ratio d'endettement de 25%. Et un dividende 2021 qui était de 63 €, mais 2022 qui est plus bas. Voilà, on vise actuellement un rendement compris entre 5 et 5,5%. On avait fait un peu mieux par le passé. Et aujourd'hui, on a 450 immeubles, donc on a acheté et rénové. Bon, alors, pas tous des gros travaux de rénovation, mais en tout cas, l'immense majorité ont eu des travaux de rénovation non négligeables, ce qui représente un peu plus de 3500 lots. Donc, du coup, on est un propriétaire bailleur important, voilà, réparti un peu partout en France. Alors, l'organisation, pourquoi je vous parle de l'organisation de Kianeos ? Parce que moi, ma conviction, c'est que l'immobilier, c'est un métier de proximité. C'est-à-dire que si on veut s'attacher à gérer son parc immobilier le mieux possible, il faut être sur place. Et si on veut s'attacher à réaliser des travaux de rénovation le mieux possible, il faut être effectivement proche des immeubles. Donc, vous voyez qu'on a... enfin non, ça c'est pas très clair sur cette zone. En fait, on a 4 grands axes d'investissement. Une partie qui est le quart sud-est, donc si vous reconnaissez, donc il va aller de Narbonne jusqu'à Toulon et au nord jusqu'à Dijon. Donc vous voyez, ça fait une espèce de petite tour Eiffel. Après, on investit autour de Toulouse, on va dire 200 km autour de Toulouse. Une partie au sud de Paris et une partie au nord de Paris. La partie au nord de Paris, on la voit pas en entier d'ailleurs, mais sinon c'était pas très esthétique. Et en fait, chaque petit carré rouge que je vous ai fait, c'est un duo avec une personne qui s'occupe du suivi de chantier et une personne qui s'occupe de la gestion locative. Parce que c'est un autre sujet que Marc a mis en avant qui est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une SCPI consoeur avec qui j'ai discuté du sujet, qui est que vous avez 2 manières de faire des économies. La première, c'est de faire des travaux de rénovation. Et la deuxième, c'est de former vos locataires. Et surprenamment, la deuxième n'est pas moins utile que la première. Alors, dans le résidentiel, je pense que l'impact pourrait être modéré, mais il semblerait que dans les commerces et les bureaux, l'impact est important. Bien évidemment, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est quand on voit des commerces en plein été avec la clim à fond et la porte ouverte, ben là, on se dit qu'il y a un petit peu de formation à faire. Donc, aujourd'hui, nous, on a une quinzaine de conseillers loc et une quinzaine de responsables travaux qui s'occupent à la fois de discuter avec les locataires pour les conseillers loc qui font la gestion locative et à la fois de faire le suivi de chantier pour les travaux de rénovation. Voilà. Donc, on a un gérant financier qui chapeaute tout ça. Donc, on a 4 gérants financiers, un dans le sud-est, un dans le sud-ouest, un au sud de Paris, un au nord de Paris, de manière effectivement à avoir ce circuit court qui nous permet de rénover environ 150 immeubles par an, soit un millier de logements par an. Voilà, donc c'est quand même pas rien. On est sur parmi les acteurs de la rénovation, je crois qu'on fait partie des plus gros en France en tant que propriétaire, bien évidemment. Et dans le privé, il y a des HLM qui sont bien plus gros que nous. Mais j'ai l'habitude de dire, je pense qu'on est plus gros déjà parce qu'on fait partie des rares acteurs à avoir essayé de professionnaliser ce sujet de la rénovation du parc privé.
Alors sur Kianéosphere, on essaye de dire de manière très transparente ce qu'on fait. Donc au début, on communiquait sur le DPE, mais d'ailleurs, ça me permettra de faire une petite parenthèse sur le DPE. Le DPE, pour ceux qui s'y sont perdus, sachez que moi aussi, je m'y suis perdu. Il y a eu un ancien DPE, il y a eu un nouveau DPE au 1er juillet de l'année dernière. Donc au 1er juillet 2021, nouveau DPE, et là, levée de bouclier des diagnostiqueurs qui disent « Ah, mais mon Dieu, c'est le drame, il n'y a plus que des passoires énergétiques, les clients ne sont pas contents. » Alors, du coup, au mois d'octobre, ils ont dit, bon, on arrête tout, suspension du nouveau DPE, parce que sinon, on n'a que des passoires énergétiques. Il y a donc un souci, puisqu'il y avait déjà la loi qui était prévue, qui disait qu'à un moment, on arrêtait de louer les passoires énergétiques. Donc, 1er novembre, nouveau DPE, si vous me permettez l'expression. Et alors là, du coup, Champagne, il n'y a plus de passoires énergétiques. Et quand je vous dis qu'il n'y a plus de passoires énergétiques, c'est qu'il n'y a plus de passoires énergétiques. Puisque entre novembre et décembre, à chaque fois que moi je faisais faire un DPE, j'étais à peu près mort de rire quand je recevais le résultat. C'est-à-dire des trucs chauffés avec des grille-pains et sans isolation, je sortais entre C et D. Enfin voilà, donc une vaste blague. Alors, de nouveau, décembre, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout. Et on dit, non, mais là, il y a un problème, on n'a plus de passoires énergétiques, ça ne marche pas notre histoire. Janvier, nouveau DPE. Et donc, sur le nouveau DPE, au miracle, on retrouve exactement le même nombre de passoires énergétiques qu'avec l'ancien DPE. Et donc là, je me suis dit, est-ce que l'objectif du DPE est de fiabiliser le calcul ou est-ce que l'objectif du DPE est de calibrer un modèle qui nous donne le nombre de passoires énergétiques qui correspond aux volontés politiques. Voilà. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai dit, très bien, on arrête d'utiliser le DPE, ça a plein d'avantages, mais là, je suis suspicieux sur les méthodes de calcul. Et de toute façon, je ne peux pas utiliser l'argent de mes épargnants de SCPI pour recalculer des nouveaux DPE tous les 3 mois. On verra dans quelques mois ou dans quelques années si ça s'est fiabilisé. Donc, du coup, je me suis dit, je peux dire à mes épargnants, voilà concrètement ce que je fais. Donc, concrètement, on a un joli petit graphique là, qui ressemble à un pentagone, où vous voyez en gris en fait, le pourcentage des logements qui sont équipés des différents sujets qui touchent la performance énergétique d'un bâtiment. Donc, le sujet principal sur la performance énergétique des bâtiments, vraiment, là, il n'y a pas match, j'ai envie de dire. Le plus important pour la performance énergétique d'un bâtiment, c'est l'isolation des combles. C'est de très loin le plus important. Et donc, du coup, il se trouve qu'il y a beaucoup de logements. Vous voyez, on a à peu près 80% des logements qu'on achète dont les comptes sont isolés. Dernièrement, on a acheté plus d'immeubles avec plus de travaux. C'est d'ailleurs en partie pour ça que la rentabilité de la SCPI a baissé, parce que l'objectif de Kianos, c'est de faire des travaux de rénovation. Et donc, du coup, je pense que quand je publierai les chiffres l'année prochaine, on sera un peu plus bas que 80, avant travaux. On sera plutôt à 60. Et notre objectif après travaux, c'est d'être à 100. Et là, le fait est qu'on n'a pas fini d'isoler toutes les comptes, donc on n'est pas tout à fait à 100, mais l'objectif, c'est d'être à 100. Le deuxième aspect qui est très important, c'est l'isolation des murs. Alors, l'isolation des murs, c'est un sujet qui est galère parce que très souvent, on est dans des zones où les architectes des bâtiments de France ont leur mot à dire et refusent systématiquement les isolations par l'extérieur. Donc, on isole très souvent par l'intérieur, ce qui n'est pas formidable d'un point de vue énergétique, mais ce qui est toujours mieux que rien. Et donc là, effectivement, on est plutôt autour de 50-60% avant travaux et à 80% après travaux, mais on a pour objectif d'atteindre 100%. Voilà. À l'inverse, sur le mode de chauffage, quasiment tout ce qu'on achète est soit chauffé gaz, soit chauffé fuel, soit chauffé avec des grille-pains. Donc, on est à 0% de pompe à chaleur ou chauffage renouvelable. Et après travaux, on est proche des 80%. J'aimerais vous dire qu'on vise 100%, mais c'est impossible parce que les ABF, les architectes des bâtiments de France, refusent très souvent l'installation de pompe à chaleur. Double vitrage, double vitrage, on ne fait rien. C'est-à-dire que quasiment tous les logements qu'on achète sont équipés en double vitrage. Je suspecte qu'il y a eu énormément d'avantages fiscaux pour installer des doubles vitrages. Et c'est pour ça que même quand on achète des immeubles qui sont vraiment en mauvais état, il y a quand même du double vitrage. Parce qu'il devait y avoir un avantage fiscal qui ne traînait pas. Mais au moins, nos investisseurs savent ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et donc, le dernier sujet, c'est la BMC. Les spécialistes d'entre vous me diraient, il manque le sujet très important de l'eau chaude sanitaire, qui peut représenter jusqu'à 40% de la consommation énergétique d'un logement qui est bien chauffé et bien isolé. Donc, sachez que quand même le sujet de l'eau chaude sanitaire, c'est un sujet très important. Mais je ne l'ai pas noté parce qu'il est souvent couplé au mode de chauffage. C'est-à-dire que vous avez une chaudière gaz, vous avez de l'eau chaude au gaz et vous avez un chauffage électrique, vous allez avoir un cumulus électrique. Et donc, chacun de ces 5 éléments rapporte un point. Et nous, sur Kianéosphere, on dit qu'on veut 80% de notre parc immobilier qui a une note supérieure à la moyenne, donc supérieure à 3 dans les 12 mois suivant l'acquisition. 12 mois, c'est le temps qu'on passe les travaux. Donc, vous voyez qu'on est plutôt à 60% quand on est de 5 sur 5. On est plutôt content de nos résultats là-dessus. Voilà. On fait exactement le même nombre de typologies de calcul, mais ça, je vais passer très vite, non pas sur la partie énergétique, mais sur la partie qualité du logement, est-ce qu'un logement de bonne qualité, pour nous, c'est basse tension, c'est tout ce qui est interphonie et fibre, une cuisine équipée avec des meubles de salle de bain, l'électricité qui est parfaitement sécurisée, la plomberie qui a été refaite si nécessaire. Donc,
Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, attendez. On va comparer deux SCPI chez nous. La SCPI Kianéospire, qui vous voyez fait déjà pas mal de choses, hein, et la SCPI de Normandie, qui fait tout pareil en mieux. C'est-à-dire que vous le voyez sur la partie basse, on va commencer. Alors, on va commencer par la partie haute. Délai de jouissance, Kianéospire 6 mois, Kianéos de Normandie entre 12 et 15 mois. Alors, Kianéos de Normandie, c'est une SCPI fiscale. Donc, du coup, pendant un an, on dit qu'on fait les travaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Marc vous a dit qu'on n'avait pas communiqué sur le rendement l'année dernière. Les immeubles étaient en travaux. On va communiquer sur les rendements l'année prochaine, c'est ça qui est important. Donc, vous voyez qu'on fait une durée de travaux beaucoup plus longue sur Kianéos de Normandie parce qu'on va sur des restructurations qui sont beaucoup plus fortes. Le taux de distribution, on vise entre 5 et 5,5 dans les années à venir sur Kianéospire. On était plutôt à 6 par le passé, mais maintenant, avec le temps, on a pour objectif de faire plus en plus de travaux. Alors que sur Kianéos de Normandie, on est plutôt entre 3,5 et 4. Alors là, vous voyez, c'est déjà très important. Ça veut dire qu'en termes de rendement, on a 1,5% d'écart. Alors, vous allez me dire 1,5%, ce n'est pas énorme. Si vous le calculez en pourcentage, ça fait quasiment 50% ou 40% d'écart entre les deux cartes. Donc, on est quand même vraiment sur un écart qui, à mon avis, est très important. Pour quel résultat? Sur Kianéospire, quand on utilisait encore le DPE, on était à 30% d'économie d'énergie. Sur Kianéos de Normandie, et je pense que là, si on réutilisait le DPE aujourd'hui, on serait toujours autour de ça. Sur Kianéos de Normandie, on est plutôt entre 50 et 70%. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on était à 50% sur Kianéospire et on est plutôt entre 70 et 90% sur de Normandie. Alors pourquoi pourquoi on n'a pas les mêmes chiffres? Pourquoi on fait plus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que de réduction de la consommation d'énergie? C'est parce que quand vous remplacez un chauffage gaz par un chauffage électrique, à consommation énergétique constante, vous avez réduit vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien logique. Et donc, nous, à chaque fois qu'il y a des chauffages gaz ou chauffage fuel, on les enlève systématiquement. Donc, on brûle moins d'énergie fossile et donc, du coup, on émet moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est une spécificité française puisque, comme vous le savez, l'électricité en France est principalement du nucléaire et le nucléaire émet peu de CO2. Donc là, vous voyez que c'est déjà quelque chose qui est très important. Si vous avez envie d'avoir un très fort impact environnemental, c'est-à-dire vraiment réduire, diviser par 2 ou par 3 la consommation d'énergie et diviser par 4 ou par 5 ou par 6 ou par 10 les émissions de gaz à effet de serre, et bien du coup, vous avez déjà abandonné un tiers de votre rentabilité. Vous êtes passé de 5 à 5,5 à 3,5, 4. Donc, et heureusement qu'il y a un avantage fiscal qui vient nous compléter ça, parce que sinon, on ne peut pas le faire. Donc, ça vous donne déjà un élément de réponse, c'est-à-dire l'impact sur la performance financière de votre SCPI dépend du niveau de performance énergétique que vous souhaitez atteindre. Voilà. Donc, là, j'avais mis une slide de rappel de comment fonctionne Kianéos de Normandie. Donc, juste pour vous expliquer la slide précédente. Kianéos de Normandie, donc c'est des SCPI qui collectent. Donc, par exemple, là, on est sur le 3e millésime. On collecte entre septembre et décembre. En 2023, donc c'est l'année de rénovation. Donc, c'est encore une fois, l'année dernière, c'était des années de rénovation pour la précédente SCPI de Normandie. Ensuite, il y a une période de 9 ans de location entre 2024 et 2032. 2033, on dissout. Et donc, ça, c'était l'idée de vous montrer qu'il y avait aussi un avantage fiscal qui vous permettait de déduire de 2% par an le montant investi dans les SCPI. Voilà quelques exemples de travaux qu'on peut faire sur de Normandie qu'on ne pourrait pas faire sur Kianéospire. Encore une fois, Kianéospire, vous avez un délai de jouissance de 5 mois. On ne peut pas rénover ça en 5 mois. Mais sur Kianéos de Normandie, on peut acheter ça et en faire ça. Alors, pourquoi l'impact environnemental est même encore plus élevé que les chiffres qu'ont pu vous présenter Marc? C'est le sujet que je vous disais au début. Quand on a acheté ces 4 petites maisons mitoyennes, puisque du coup on en a fait des maisons mitoyennes avec des clôtures, des jardins, des parkings et tout, derrière j'ai été sollicité par plein de promoteurs qui m'ont dit « Ah mais le terrain m'intéresse ». Je lui ai dit « Vous allez en faire quoi ?»« Ah ben on va raser les maisons, on va construire un immeuble. » Ok, formidable. Du coup vous allez émettre 1 kg de CO2 par mètre carré habitable, fois la surface de votre logement. Donc, je veux dire, excusez-moi, 1 tonne de CO2 pour construire 1 mètre carré habitable. Donc, si vous me faites 1000 mètres carrés habitables, vous avez émis 1000 tonnes de CO2. Enfin, je veux dire, c'est une boucherie environnementale. Alors même que ces maisons, qui ont probablement un truc genre 100 ou 150 ans, elles ont été construites avec de la pierre et de la terre. C'est-à-dire que l'impact environnemental du gros œuvre, c'était à peu près 0. Il y a peut-être eu quelques machines qui sont venues là il y a un siècle ou un siècle et demi, mais je veux dire, on était sur un impact environnemental du gros œuvre qui est extrêmement faible. J'ai oublié d'ailleurs, petite parenthèse, de vous dire que, contrairement à ce que vous pourrez trouver dans la théorie répandue aujourd'hui sur les émissions environnementales liées à la construction. Mon avis pour m'être plongé dans les calculs, c'est que le gros œuvre, c'est entre la moitié et les 2 tiers, enfin, on va dire entre la moitié et les 2 tiers des émissions de CO2 liées à la construction. Voilà.
alors que plusieurs sources disent que c'est un tiers. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ces sources sont biaisées par le fait qu'elles supposent qu'il y a une très forte renouvellement du matériel sur le second œuvre, qui me semble largement surestimé et qui, du coup, a tendance à faire, en résultante, de sous-évaluer les émissions de CO2 liées aux gros œuvres. Voilà. Donc, encore une fois, l'impact environnemental de cette SCPI, c'est de dire on ne va pas démolir pour reconstruire, on va être capable de faire de la rénovation. Donc, voilà. Donc je vous ai donné un deuxième exemple. Alors celui-là, il n'aurait jamais été détruit parce que la BF n'aurait jamais permis de le détruire. Mais c'est vrai que quand on refait des façades, ça fait toujours joli. Et donc du coup, là, vous voyez à gauche et à droite des photos. Alors des photos qui ne sont pas très jolies parce que je ne suis pas très bon en marketing. Mais en tout cas, vous voyez les travaux de rénovation. Alors, quel résultat, encore une fois? Je prends l'exemple de Normandie. Hein. Les 10 premiers immeubles qu'on a rénovés, vous voyez sur l'avant-dernière colonne, je ne vais pas trop y passer le temps, mais qu'à l'exception d'un immeuble à Montaureau où on s'est un peu trompé parce qu'en fait, on pensait que les murs périphériques n'étaient pas isolés, alors qu'en fait, ils étaient isolés avec juste 4 cm de polystyrène. Donc, du coup, qu'on a arrondi, mais du coup, l'avantage en point de vue d'énergie n'est pas impressionnant. Mais en fait, vous voyez qu'on est quand même entre 50 et 70%. Sur les maisons, on est à 80%. Et donc, vous avez le même calcul en termes d'émissions de CO2. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le DPE avant, le DPE après, et on regarde le delta entre les deux. Donc, le DPE après, c'est la deuxième colonne. Vous voyez que vous avez Cavaillon qui est quasiment passif, vous avez Pamiers. Donc, Cavaillon, c'est les 4 petites maisons. Pamiers, c'est le deuxième immeuble, je vous ai montré. Et donc, vous arrivez à des réductions d'émissions de CO2 annuelles juste sur 10 immeubles qui représentent la moitié de notre première SCPI de Normandie. Hein, donc, c'est-à-dire ça, c'est à peu près 5 ou 6 millions d'euros d'investissement sur une SCPI qui faisait 12 millions. Donc, vous voyez qu'avec 6 millions, on a réduit les émissions de CO2 de 56 tonnes. 56 000 tonnes, 56 tonnes de CO2 en moins par an. Alors, encore une fois, ça, c'est à supposer que les logements au début étaient viables et donc du coup habitables. Et donc, on aurait pu faire un comparatif du locataire avant et après. Mais on aurait pu faire un calcul qui était complètement différent, qui était de dire, encore une fois, on a évité qu'une personne achète, détruise et reconstruise. Et auquel cas, du coup, en termes d'émissions de CO2 évitées, on serait sur quelques milliers de tonnes d'émissions de CO2 économisées dues aux gros œuvres. Du coup, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de se dire, bon, on va comparer deux SCPI. Alors, SCPI 1 qui pourrait être Kianéos-Pierre et SCPI 2 qui pourrait être Kianéos de Normandie, et donc le différentiel de travaux. Donc, encore une fois, si vous achetez un immeuble à 1 million d'euros, vous avez des frais de notaire, et donc si sur la SCPI 2, vous faites 2 fois plus de travaux que sur la SCPI 1, vous voyez déjà que sur le coût de revient, vous n'avez pas un coût de revient qui a doublé, c'est juste la partie travaux. Et donc, du coup, vous voyez l'impact sur le rendement, et donc là, encore une fois, on parle de rendement brut. Vous voyez qu'en faisant 2 fois plus de travaux pour vraiment passer un cap en termes de performance énergétique, vous passez de 6,6 à 5,4. Et donc, du coup, en termes de performance énergétique, sur Kianéos-Pierre, on va être autour de la lettre D. Donc, la lettre D, c'est quelque chose entre 250 et 330. Moi, la dernière fois que j'avais fait le calcul, on était beaucoup plus proche de 250 que de 330, hein, puisque le 330, c'est la barrière au-delà de laquelle vous passez à E, je crois. Voilà. Et sur Kianéos de Normandie, effectivement, on est plutôt à B, donc c'est-à-dire on va être entre 110, non, je vous dis des bêtises, entre 70 et 110 kWh par mètre carré par an. Et oui, et non, excusez-moi. Et donc, du coup, D, c'était entre 180 et 250, voilà, c'est ça. Et donc, sur Kianéos-Pierre, on était plutôt autour de 200. Mais encore une fois, là, très concrètement, vous voyez un exemple, si vous avez des travaux à réaliser importants, la rentabilité brute diminue tout autant. Alors, pourquoi est-ce que ça risque d'arriver? Parce que je ne suis pas revenu là-dessus, mais Marc l'a dit, on a une réglementation qui est en cours. C'est-à-dire on a déjà eu le décret tertiaire qui est passé sur les commerces et bureaux de plus de 1000 m². On a cette réglementation SFDR qui nous oblige quand même à faire vachement plus de disclosure qu'avant. On a le sujet de la taxonomie, voilà. On a tout ça qui arrive. Et vous, surtout, vous allez devoir maintenant expliquer à vos clients tous ces sujets-là. Alors, le problème, c'est que tout le monde se marche un peu sur les pieds. C'est-à-dire que vous, par exemple, l'année prochaine, vous allez devoir parler à vos clients à la fois de taxonomie, qui sont des textes quand même très, très difficiles à comprendre, et puis aussi de PIA, principale incidence négative, et de dire, voilà, tel fonds, il est aligné à X% sur les principales incidences négatives, et puis il est aligné à Y% sur la taxonomie. Donc, je pense que tout ça, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Mais ce qui est certain, c'est que, comme Marc l'a souligné aussi, ça sera probablement
avec un risque de greenwashing beaucoup plus bas que les problématiques de type label ISR, où d'ailleurs, moi j'avais refusé qu'Ianeos soit labellisé ISR, parce que je trouvais que ce label était globalement une mascarade. Donc là, du coup, vous aurez quand même des métriques qui seront beaucoup plus faciles à comparer les unes aux autres. C'est-à-dire que la taxonomie, il faut avoir des bâtiments avec un certain niveau de performance énergétique, avec un certain niveau de performance sur plein d'aspects. Et donc, du coup, si la SCPI 1, elle vous dit je suis aligné à 30% à la taxonomie, et la deuxième, elle vous dit 50%, et la troisième, elle vous dit 0%, ben là, vous avez un clair échantillon parfaitement comparable sur les objectifs. Mais par contre, il faut être évident sur le fait que moi, pour vous donner un exemple, Kianeos Pierre est aligné entre 25 et 30% sur la taxonomie, et Kianeos de Normandie est à 50 ou 60%. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez même que sur des SCPI qui ont ce type de performance énergétique, je ne suis pas à 100% aujourd'hui. Je vais être entre la réalité de mes chiffres, ça va plutôt être 70 ou 80, mais moi, le seuil que je me suis donné, c'est 50 ou 60. Donc, c'est quand même, sachez que la taxonomie, c'est quand même une réglementation qui est extrêmement poussée en termes d'objectifs à atteindre. Donc, je pense que c'est vraiment là où on va voir les gens qui vont être sérieux de ceux qui ne vont pas être sérieux.